J'interviens en cette fin de semaine pour faire avec vous un point sur la campagne de dons de TV Liberté et vous dire simplement que notre inquiétude grandit toujours. La baisse non pas du nombre, mais de la valeur des dons à TV Liberté compromet concrètement notre budget pour 2022, année qui s'annonce pourtant cruciale. L'argent donné par la communauté des donateurs nous offre l'indépendance et la liberté, le mordant et la ténacité, et je le crois, le professionnalisme. Alors, ce n'est pas au moment où le terrorisme intellectuel s'abat sur notre pays et notre peuple qu'il faut réduire la voilure, l'ampleur de la riposte. Nous avons donc besoin de la mobilisation accrue, significative, déterminante de nos téléspectateurs qui doivent bien comprendre que la liberté a un prix. Il nous faut compter sur la mobilisation de tous pour redresser la barre. Alors ce vendredi, mais aussi samedi et dimanche, je compte sur vous. Faites de TV Liberté le fer de lance de vos idées. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme. Le fer de lance de vos idées. Nombreux, très nombreux, très nombreux sont les catholiques du monde entier qui se demandent si le pape n'est pas en train de perdre la raison. Compte tenu des dernières déclarations de François à Chypre, la question mérite d'être posée et la réponse, hélas, semble faire de moins en moins de doutes. D'autant plus que le cardinal Sarah, autrefois très proche collaborateur de François et authentique africain de son État, dit exactement le contraire du pape sur nombre de sujets. Faisons donc l'exercice d'analyser méthodiquement quelques déclarations stupéfiantes faites par le pape à Chypre qui montrent qu'à l'évidence, François s'enfonce d'année en année dans une idéologie gauchisante en occultant totalement, comme tous les idéologues, la seule réalité, ce qui est la marque de la déraison. Première citation. « Vous n'êtes pas des étrangers », ose-t-il dire aux immigrés clandestins. Pour lui, le village monde est une famille unique. La notion d'étranger doit être définitivement bannie. Nous sommes évidemment là dans un déni de réalité extravagant. Autre saillie. François fustige, ouvrez les guillemets, ce que l'on appelle l'Occident, fermez les guillemets, et, ouvrez les guillemets, ceux qui travaillent pour ne pas faire rentrer ces migrants. Ainsi donc, la notion de monde occidental ne correspond à rien et les horribles bons hommes et bonnes femmes qui luttent contre l'immigration sauvage méritent d'être pendus haut et court. Aïe, je souffre. Autre déclaration, et celle-là est le pompon de la pomponnette et la bobinette Cherra. Accrochez-vous à vos fauteuils. Ouvrez les guillemets. Ces migrants se voient rejetés quand ils arrivent. Ils fuient la haine pour la liberté et la fraternité et trouvent devant eux un mur de haine. Fermez les guillemets. Ainsi, les millions d'immigrés qui envahissent chaque année l'Occident, le déstabilisant pour un coût financier exorbitant, trouvent devant eux un mur de haine et fuient à toute allure. Mais nous autres, peuple envahi, nous avions plutôt l'impression que la haine était en face de nous et que les immigrés arrivant chez nous s'installaient définitivement chez nous. En tout cas, alors que se tient le procès de l'effroyable tuerie islamiste du Bataclan, l'on ne peut que constater que François fait vraiment très fort. Dernière facétie, et je m'arrêterai là. Je cite, « La haine est une maladie très grave.
Et là, je suis en plein accord avec le pape François pour une fois. La façon haineuse qu'il a de parler de tous ceux qui ne sont pas immigrés, clandestins ou non, révèle à quel point il est atteint de cette maladie très grave qu'il dénonce. En fait, il développe une haine pathologique pour les Blancs, pour l'Occident, pour les tradis, pour les conservateurs, pour les souverainistes, et je pourrais en rajouter une page entière. Bref, il transpire la haine au kilomètre. À cet égard, l'on ne peut que comprendre qu'il soit copain comme cochon halal avec la bande à Manu, Biden, Soros et tutti quanti. Un très grand nombre de catholiques du monde entier ne le supportent plus, mais se sentent totalement piégés, car François a truffé de cardinaux gauchisants le collège électoral qui élira le prochain pape. Le prochain pape risque donc d'être pire, si c'est possible. Compte tenu de la déconstruction méthodique menée par le Vatican, il va falloir que les catholiques soient des héros et des saints pour continuer à le supporter. Je vous souhaite une très bonne soirée. La Biélorussie avait décidé d'utiliser l'arme migratoire pour déstabiliser la Pologne et l'Europe occidentale. Elle avait donc massé des immigrés venant d'Afrique et du Moyen-Orient à la frontière polonaise. Et elle était évidemment soutenue dans son offensive par toutes les forces immigrationnistes d'Europe, c'est-à-dire par une immense majorité des dirigeants européens. Mais elle n'avait pas très bien compris ce qu'était la Pologne. Car l'on n'envahit pas la Pologne comme ça en claquant du doigt. La Pologne a réagi exactement comme il le fallait. Protection de la frontière par la pose immédiate de barbelés, utilisation de l'armée et des forces de police positionnées en face des envahisseurs, définition d'un périmètre de haute sécurité devenu zone militaire contrôlée. Bien évidemment, en Europe occidentale, les médias du système s'en sont donnés à cœur joie. L'égoïste Pologne devait ouvrir son cœur, mais surtout son territoire, aux malheureux immigrés s'entassant à sa frontière. Il était insupportable de voir ce pays faire ce qu'aucun pays de l'Union européenne n'oserait faire, bloquer militairement des flux migratoires incontrôlés. Pourtant, seul contre tous, ou à peu près, la Pologne l'a fait, et les immigrés, après une tentative d'invasion de quelques semaines, repartent chez eux en avion tout de même. Les trains ou les cars biélorusses n'étant sans doute pas assez confortables. Les trains et les cars, c'est bon pour les ploucs franchouillards que nous sommes quand même. La France, dans une telle situation, aurait ouvert tout grand ses frontières comme elle le fait quotidiennement. La Pologne, quant à elle, a déployé une action militaire se traduisant par un succès éclatant et va immédiatement mettre en route la construction d'un mur de 180 km de long pour un coût de l'ordre de 400 millions de dollars, mur qui sera achevé dans quelques mois, la protégeant des incursions biélorusses. Alors que les pays de l'Union européenne se couchent systématiquement devant l'invasion migratoire, il est réjouissant de constater qu'un pays de taille moyenne résiste comme il le faut et se donne les moyens de se protéger efficacement dès 2022 par la construction d'un mur imposant. Il est également réjouissant de constater que la très catholique Pologne s'oppose frontalement au chef de l'Église catholique, le pape François, qui, bien à l'abri dans la cité très protégée du Vatican, fustige la construction de tous les murs qui s'érigent dans le monde entier. Car ces murs, n'en déplaise à François, se construisent pour le plus grand bien des nations qui, ainsi, se protègent comme il le faut. Je vous souhaite une très bonne soirée. Affolement général, branle-bas de combat, sueur et transpiration, panique et stupéfaction. En 2022, le prix de l'électricité va exploser tous les compteurs Linky de France et de Navarre, d'où deux solutions.
Soit la facture d'électricité pour chaque particulier augmente de 10 à 20%, ce qui se traduit par une ponction importante sur le budget familial. Soit l'augmentation de la facture d'électricité pour chaque particulier est limitée à 4% en 2022, comme le propose Casse-Tête, et cela coûte 12 milliards d'euros à l'État, payés en fait par le contribuable. Dans les deux cas de figure, c'est donc finalement le particulier qui va trinquer. Champagne pour tous, ça tombe bien, c'est bientôt Noël. Comment a-t-on pu en arriver à cette aberration ? Avec quelques centrales nucléaires disséminées sur tout le territoire, avec quelques dizaines de réacteurs nucléaires parfaitement sécurisés, la France avait bâti une industrie électrique qui faisait l'admiration du monde entier, qui produisait l'électricité la moins chère du monde, qui se permettait d'exporter chez ses voisins le supplément de production électrique, un vrai bonheur envié par toutes les nations de la planète. Oui, mais c'était compté sur l'absence de déconstructeurs. Les déconstructeurs de tout poil dont la philosophie, si j'ose accoler ce mot flatteur à leur intelligence problématique, est « je déconstruis et après moi le déluge ». Ce principe pour l'énergie électrique donne ceci: stopper tous les investissements et la recherche dans le nucléaire et démanteler le plus vite possible le parc des centrales et après cela, le déluge. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais comme il faut tout de même que la France produise de l'électricité, les déconstructeurs ont trouvé la solution. Couvrir la France d'éoliennes dont le coût est ruineux et dont le système est totalement anti-écologique. Les déconstructeurs ont fait ainsi d'une pierre trois coups: massacrer les paysages français, casser notre puissante industrie électrique et ruiner un peu plus les Français. Nos meilleurs ennemis, les Allemands, se frottent les mains. Merkel, soumise comme jamais aux écologistes, avait décidé en son temps de stopper le nucléaire et a donc fait construire sur tout le territoire allemand des centrales au charbon. Au train où vont les choses, l'Allemagne va bientôt nous vendre de l'électricité à un prix prohibitif par l'utilisation du système de production le plus polluant que l'on puisse imaginer. Décidément, la déconstruction politique, économique, sociale, morale, culturelle semble ne plus avoir de limite. Mais que les déconstructeurs n'imaginent pas que leur victoire est définitive. Le peuple résistant perd actuellement presque toutes les batailles, mais finira un jour par gagner la guerre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merveilleuse fête de Noël. Commémoration de l'événement le plus extraordinaire depuis la création du monde, la naissance du Christ. Car Noël n'est évidemment pas ce que l'on appelle la fête du jouet, la fête du Père Noël, la fête de fin d'année, la fête du sapin enguirlandé. Noël reste la fête de la commémoration de la naissance du Christ. Point barre. Cela dit, pour fêter dignement cet événement inouï, les sapins et autres jouets sont tout à fait respectables. Enfin, respectables dans certaines conditions. Et ces conditions, ce sont évidemment les ministres de la Macronerie, qui nous les rappellent. Nous les payons sûrement pour ça. C'est important que les ministres de la Macronie se fendent de l'écriture d'un document volumineux pour nous rappeler à nous, les gens du peuple, ignares et sous-développés, la façon dont il faut procéder pour l'achat de jouets de Noël. Pardon, pour les fêtes de fin d'année. Vous voyez mon lapsus, j'ai dérapé à fond les manettes en parlant de Noël. Et franchement, je vous présente mes excuses car c'est grave. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire aux jouets. Les ministres sont catégoriques. Il ne faut surtout pas acheter des objets genrés. Surtout pas. Il faut acheter des objets neutres, non sexués, dont l'attribution peut être faite indifféremment aux petits garçons ou aux petites filles. Si les jouets achetés sont un peu, disons, genrés, surtout ne pas les attribuer systématiquement à leur destinataire naturel, que vous estimez naturel, entre guillemets, parce que vous n'avez sans doute pas encore été rééduqué. Par exemple,
Vous offrez une bonne grosse Kalachnikov à votre gamine de 5 ans, dont rien ne prouve d'ailleurs qu'il s'agit d'une fille, puisqu'elle n'a pas encore choisi son genre. Autre exemple, vous offrez une poupée Barbie. Non, je ne parle pas de Valérie Pécresse. Vous offrez donc une poupée Barbie à votre garçon de 6 ans qui va peut-être vous annoncer dans 3 jours qu'il a décidé d'être une femelle. Ce que je trouve très beau dans ce document des des ministres, je n'y arriverai pas, je veux dire des ministres, c'est que ces ministrices, décidément, je n'y arriverai pas, je continue quand même, disons, ces braves gens, ce sera plus simple. Donc, ce que je trouve très bien, c'est que ces braves gens passent un temps fou à pondre des conseils d'achat de jouets, car c'est évidemment le sujet important du moment, le sujet très plus important du moment, le sujet très fondamental du moment. Et je conclus forcément en disant « Vive la République et surtout, vive le genre !» Je vous souhaite une très bonne soirée. Dans le monde d'avant, c'est-à-dire avant les années les plus récentes, les entreprises avaient un rôle très simple. Satisfaire leurs clients en leur fournissant les meilleurs produits possibles et gagner suffisamment d'argent pour continuer à se développer pour le plus grand bien de leurs salariés à titre individuel et de la société tout entière à titre collectif. C'était simple, c'était compréhensible, mais cela correspondait au monde d'avant. Dans le monde présent, le monde dit post-moderne, la confusion soigneusement entretenue par les élites politiques, économiques, sociales, morales et culturelles transforme radicalement le monde de l'entreprise. Il est par exemple impensable qu'une grande entreprise, cotée en bourse, n'ait pas mis au point une charte, la charte de l'entreprise, la charte dite des valeurs de l'entreprise, qui est en fait un pot-pourri de toutes les valeurs ayant cours dans le monde actuel, c'est-à-dire une vaste soupe d'obligations qui s'impose aux salariés, soumis de la sorte à une véritable dictature décrétée par les dirigeants. Au nom de quoi, je vous le demande, nul ne le sait, sauf que certains le savent. Penchons-nous un peu au hasard sur l'entreprise Renault. Prenons l'exemple de Gérard, qui travaille dans les services informatiques de la boutique. Gérard arrive le matin à 9h30, ne décolle plus de son écran jusqu'à 17h30, puis retourne chez lui. Gérard fait consciencieusement son travail et est payé pour cela. Un beau jour, le patron de Gérard convoque Gérard et demande à Gérard de signer la charte des valeurs de Renault. Mais Gérard n'a aucune envie de signer cette espèce de potage moralement et culturellement correct. Il est payé pour faire son travail d'informaticien et non pour se soumettre à des valeurs qu'il est en droit de ne pas partager. Par exemple, le paragraphe sur l'homophobie ne l'intéresse absolument pas. Il a le droit d'avoir ses idées sur l'homosexualité et Renault n'a absolument pas à intervenir sur ce sujet. Eh bien, dans ces conditions, Gérard n'a plus qu'à aller planter ses choux ailleurs. Pauvre Gérard, il était le meilleur employé de son service et le voilà viré comme un malpropre parce qu'il veut refuser la charte Renault, qui est en fait une charte LGBTiste, même si elle n'en porte pas le nom. Fin de partie pour Gérard, qui va alors avoir la joie et le bonheur d'être embauché par la plus grande entreprise de France, Pôle Emploi. De façon générale, les plus grandes entreprises françaises imposent désormais des chartes d'inspiration LGBT à leurs salariés et cela ne se discute pas. Les moyennes entreprises suivent un mouvement qui semble s'accélérer. Il s'agit de copier le modèle américain dont chacun sait qu'il est chaque année davantage sous emprise de la dictature mondiale LGBT. Comme le dit à sa façon ma chère tante Gertrude, dont la pensée est à la fois simple et profonde. Mon petit gars, mets-toi bien ça dans ta petite caboche, quand tout s'écroule, tout s'écroule. Je vous souhaite une très bonne soirée.